dans ce discours inédit. L'ex-dictateur nous fait une révélation. Seuls les idiots peuvent imaginer que ce qu'il raconte n'est pas vrai. Car il est évident que la confession lui soit nécessaire pour faire la paix avec vous. Il vous prouvera que c'est une impardonnable bêtise de croire que la langue de bois serait son langage comme cela était autrefois. Il vous promet loyalement que ses secrets les plus ténébreux seront dévoilés, bien qu'il existe toujours des citoyens abrutis qui pensent que l'on puisse prolonger la manipulation de l'opinion publique en sa faveur. Depuis qu'il vit en exil, il fait tout pour que soient rompus les magouilles et le trafic d'influence. Il n'accepte en aucun cas que le peuple soit encore une fois victime de fausses propagandes. Il ira jusqu'au bout de ses mensonges, même si toute l'audience se précipite en dehors du théâtre. Il aura la langue bien pendue jusqu'à ce que vous aurez compris qu'à partir de maintenant, l'ex-dictateur n'a plus de secret pour vous. Printemps arabe. À vendre ou à louer pour une longue durée. Un pays en construction, ville spacieuse, lieu stratégique, vue imprenable sur mer drôle. SOS. Un ex-dictateur SDF à la recherche d'un château d'exil situé de préférence dans le nord et 100% confort. Les islamistes maladroits de la femme, de mari à la femme. Si tu ne me dis pas le nombre de grains de cette grenade, je te répudie 3 fois. Pas mal. On s'amuse pas mal là-bas. Eh bien, moi aussi, je m'amusais beaucoup quand j'étais enfant là-bas. Je me souviens d'un jeu en particulier qui énervait beaucoup ma mère. Avec une grenade, j'avais inventé un rituel divinatoire. Par exemple, je voulais savoir combien de buts marquera l'équipe nationale. Je dessinais un cercle, je jetais la grenade par terre dans le cercle. Le nombre de grains expulsés du cercle était la réponse. Je vous jure que ça marchait. Avez-vous une question? Combien d'années durera la transition démocratique? Tant que ça. Quel sera le taux de crise de l'économie mondiale? Quelle horreur! Quel sera le nombre de rescapés du prochain attentat? Je n'ose même pas le dire. Faire des prédictions, c'est facile. Faire de sorte qu'une prédiction se réalise, c'est autre chose. Dégoupillons la grenade. Le peuple est fait pour tirer le char de l'empereur. Et un carrosse de légumes d'un bout à zizi à la noix de coco ne peut inverser l'histoire. Le seul banquet auquel les masses, à jamais, ad vitam aeternam, seraient conviées est celui des grenades. Hein? Qui va là? Qui est là? Là! 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 Qui est là? Ne touchez pas! Ne touchez pas la tête! Ne touche pas la tête! Je suis votre père du père de la nation! On ne touche pas la tête du père de la nation! Voilà!
toujours. Et c'est ça qui t'a brûlé. Moi, je n'y suis pour rien dans ton immolation. Peuple, un peu de discernement. Que diable. Certains malheurs sont éternels. Et aucune révolution ne peut y changer quoi que ce soit. La maladie, l'horreur, les inégalités, la malchance, la mort ne sont pas de ma responsabilité. Vous avez eu tort de vous échauffer pour un changement impossible. Rien, ni personne n'est capable de changer l'ordre du monde. Tant qu'il y a de la vie, il y aura des oppresseurs et des opprimés, des maîtres et des esclaves, des riches et des pauvres, des grands et des petits. La maladie, la lèpre, l'injustice, la fatalité, la mort existeront toujours. Voilà que des peuples se révoltent. Mais une révolution humaine à l'échelle planétaire reste à faire. Marchandise. Vous n'êtes que marchandise. L'argent ne mâche. Micro. L'argent ne m'a jamais intéressé. Le pouvoir, si. Oui, le pouvoir, si. La révolution ne rend pas riche. Qu'attendez-vous pour manger vos riches? Hein? Vous n'avez pas compris encore? La révolution ne rend pas riche. Hein? Qu'est-ce que vous attendez pour manger vos riches? Tant que j'étais au pouvoir, c'est de riches exclusivement que je me régalais. Contrairement à vos micros, à vos actuels dictateurs, qui ne raffolent que pour la chair flétrie des pauvres. Pauvres, victimes de la pauvreté. Si la plaie de l'argent n'est pas mortelle, elle ne se referme pourtant jamais. J'en sais quelque chose, moi, qui suis né dans la dèche, dans le manque, dans l'indigence, dans la boue. Miracle! Appelez-moi miracle! Moi, je suis parti de rien, même pas un projet en tête. J'ai quand même réussi à me maintenir au pouvoir plus de 25 ans. Non, ce n'est pas fini. La partie n'est pas terminée. J'ai perdu une manche, certainement. Mais la partie n'est pas terminée. Une faute, sûrement pas un crime, pas du tout. Une erreur, même pas. Le dictateur n'a pas tort. Règle 1. Règle 2. Si le dictateur a tort, appliquez règle 1. Pas de regret. Pas de regret. Ouais. Si je n'étais pas dictateur, je me serais contenté d'être un prophète. Beaucoup de ressemblances entre les deux. Beaucoup de ressemblances. Micro! J'en aurais peut-être tiré plus de profit. Je n'aime pas Dieu, car je n'aime pas la concurrence. Je veux qu'on me vénère seul. Tout seul. Ouais. Regardez. Partout.
ne parle que de moi. À la télévision, à la radio, dans les journaux, sur Internet, dans vos livres, dans vos alcôves les plus secrètes, toujours de moi, de moi, de moi, de moi. Non, là, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. On ne manipule pas, on ne touche pas la tête du dictateur. Là, c'est mieux. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Miroir, 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 miroir. Dis-moi que je suis le plus beau. Dis-moi que je suis le plus fort. Dis-moi que je suis le plus puissant. Ah oui, toi, tu ne me quitteras jamais et tu ne me trahiras jamais. Ouais, moi. Partout. Moi, je suis le plus gros numéro de cirque que l'histoire ait inventé. Et quoi que vous fassiez, matador, artiste, jongleur, musicien, magicien, montreur de marionnettes, tireur d'élite, quoi encore, marchand de rêve, directeur de conscience, prêtre, rabbin, imam et compagnie, vous ne serez jamais que de piètres petits amateurs qui ne pourraient jamais égaler mon talent parce que vous n'avez pas mon culot. C'est tout. On s'active. Allez, on s'active. Il est temps de faire mon portrait. La biographie du dictateur s'écrit le jour où il quitte le pouvoir. Allez, on s'active. Qu'on m'aime, qu'on me vénère, qu'on me réclame, qu'on me déteste ou me maudisse, pourvu qu'on parle de moi, qu'on ne parle que de moi. Alors, ça vous a plu, ce coup de théâtre à la British, hein? Le héros tant redouté qui déguerpit laissant, abandonnant ainsi sa putain de patrie. Hein? Ça vous a plu? Mais c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris que je préfère autant avoir une mauvaise réputation que de n'en avoir aucune. Hein? Toi, oui, toi, le pauvre là-bas. Toi qui me regardes avec tes yeux hagards. Non, pas celui des lunettes, l'autre. À côté. Oui, toi qui mastiques ton chewing-gum avec tes dents pourries de malheur et de misère. Tu vas m'applaudir enfin, hein? Le pauvre à qui on n'a rien donné. Ce serait quand même dommage que ton argent te cause une insatisfaction. Tu te convaincras que tu vas passer une bonne soirée. Et tu vas donc m'applaudir. Tu vas m'applaudir! Sinon, tu es mort! Trop tard, mon peuple, trop tard. Tu t'es initié à l'art de la parole trop tard. De la parole, tu ne connais que les excès, la cacophonie, le silence. La nuance n'est pas dans ton registre. Tu es pathétique et tu n'excelles que dans le tragique. Maman, chérie, regarde-moi ce ramassis de va-nu-pieds qui s'est soulevé au bout de 23 ans d'hibernation. Hey, c'est ça. Insulte. Tu crois que les insultes du présent peuvent réparer les courbettes du passé? Peuple barbare, tu dois répondre de tes forfaits. Peuple, je réclame ton procès.
J'accuse d'abus d'autorité et de mensonge. Un peuple riche en paroles, avare en action. Peuple de cons. Celui qui s'indigne ne crie pas, mais réfléchit pour agir. J'accuse d'ignominie un peuple qui se croit supérieur et qui aspire à dominer le monde. C'est vrai, pas de défaut, mais toutes les qualités te font défaut. J'accuse de partialité et de favoritisme un peuple qui me reproche à moi les défauts qu'il a et qui préfère autant mourir que de se dessaisir de ses biens. J'accuse de calomnie et de diffamation un peuple qui, faute d'arguments politiques, mélange vie privée et vie publique. Tu ne diras jamais autant de mal de moi que j'en dirais de toi si je pensais à toi. J'accuse de plagiat un peuple qui récite à longueur de journée des slogans qu'il n'a pas inventés, dont il fait toute sa biographie. J'accuse de manœuvres sadomasochistes un peuple qui n'a d'amour que pour les êtres et les choses qu'il a anéantis et qui n'éprouve autant de plaisir que dans la nostalgie. J'accuse de mensonges et d'inculture un peuple de pseudo-révolutionnaires dont rares sont ceux qui ont lu les justes et les mains sales et dont nul n'est capable de créer une œuvre de telle envergure. Et je refuse de savoir ce que peut penser de mon talent un peuple qui n'en a pas. J'accuse d'injustice et de discrimination un peuple qui n'a pas honte de se faire nourrir par les femmes et qui fait de leur égalité un dilemme. J'accuse de haute trahison et d'atteinte grave aux intérêts fondamentaux de la nation. Un peuple de pseudo-révolutionnaires qui ne fait pas la différence entre démocratie et médiocratie, qui prépare un soulèvement comme on prépare un reality show. Un peu de discernement idéologique, que diable. On ne combat pas l'ennemi en publiant des statuts Facebook. J'accuse de barbarie un peuple qui sacrifie sa jeunesse pour des changements incertains, sans aucune garantie, et qui, le jour où la situation devient difficile, mange sa progéniture. J'accuse de haute trahison et de corruption un peuple qui me reproche à moi les défauts qu'il a, un peuple à qui on offre une patrie et qui me reproche à moi que ça ne soit pas un paradis. J'accuse de vol et de détournement de biens un peuple qui prend dans la poche d'autrui ce qui ne lui appartient pas. J'accuse de manœuvres frauduleuses un peuple qui n'est plus capable d'inventer son histoire et qui se contente d'apporter des modèles contrefaits chez les voisins. Et enfin, j'accuse de faute de goût et même d'insolence un public qui nous reproche les longueurs d'une pièce de théâtre qui dure à peine 2 heures. Lui, qui a consenti à jouer le rôle de la victime pendant 23 ans dans une sale tragédie sans remuer la tête devant son dictateur. Oui, madame la metteur en scène, l'auteur, je sors un petit peu du texte, c'est vrai. Ce sont quelques petites improvisations de l'acteur, ça fait partie du jeu, du théâtre moderne. Mais là aussi, il y a un problème, il y a un vrai problème, un problème de la dictature de l'auteur. Et tant qu'il y a cette dictature de l'auteur, moi je refuse absolument de continuer. C'est vrai, Marie, je sors, tu me fais un... Le vrai dictateur à l'opposé, c'est peut-être l'auteur, d'abord et avant tout. Allez, باش ندورها زوفري زوفري توا زاد بالزقلمه. Bé, caca. Ma propre pièce et mes propres interventions. Eh?
avis au public. Ah oui, avis au public. Ceci n'est pas une instruction. Il ne constitue en aucun cas un argument d'autorité. Ce n'est qu'une perspective qui n'engage que l'auteur, qui cherche à soumettre un personnage à un cas de manipulation narrative. Sauf que le personnage rompu aux techniques de la dictature ne fait que les réappliquer, se les réapproprier dans le cadre de sa narration. Il se dérobe ainsi à la manipulation de l'auteur et attire par là l'indulgence des spectateurs dont il flatte la potentialité de devenir à leur tour des manipulateurs. Au point que ce monologue pourrait parfaitement s'intituler « Discours de la manipulation ». Sur scène, vous verrez un homme. Vous, observez-le, mirarez-vos, regardez-vous. Il y a des miroirs révulsifs, non réflexifs, où on ne peut se voir, et des miroirs attractifs, réfléchissants, dont on ne peut se passer de se voir, et qui sont tantôt des réflexions, tantôt des évocations. Un spectateur devrait prendre plaisir à créer sa propre histoire au théâtre, se servant de celle de l'auteur sans l'aduler, s'inspirant de l'acteur sans l'imiter. Sinon, à quoi sert le théâtre ? Il importe peu que nous vous parlions des choix de la scénographie, des effets sonores, et surtout des registres du jeu d'acteur, puisqu'il ne s'agit ni d'expliquer ni de convaincre dans la manipulation, mais plutôt d'imposer. Et ce soir, nous sommes les manipulateurs, et nous tenterons de vous infliger nos goûts esthétiques sans avoir à nous justifier, sans devoir vous exprimer la moindre motivation. Notre intention est purement égoïste, jouissive même. Nous n'avons pas de message à vous transmettre. Notre dispositif se veut discours de la vérité sur le pouvoir, la vérité imposée. Elle est là, comme dévoilée, sous vos yeux, mais elle est et elle demeure du domaine de l'inconcevable. Tout spectateur peut faire un recours de plein droit à son imagination pour rêver à une plus belle représentation, plus signifiante et plus symbolique. Nous incitons vivement le spectateur ennuyé, à qui l'exercice de prestidigitation auquel se donne le dictateur ne profite en rien, à quitter immédiatement le théâtre. Mais faut-il avoir le courage de préférer le discours hérétique au discours convenu ? Il est souhaitable, enfin, de ne pas reprocher, ni à l'auteur, ni à l'acteur, la même incohérence qu'on vous reconnaît, honorable public, qui a souvent le talent de suivre tout de travers. Nul n'est censé applaudir par convenance s'il n'a pas trouvé un intérêt au discours du dictateur. Tout applaudissement par imitation, toute réclamation ne sont que preuve de soumission à une forme de dictature, quand bien même elle n'est que du théâtre.
Ceci n'est pas une confession calculée. Je dois absolument vous dire ceci. Tant que j'étais au pouvoir, la seule chose que j'essayais de faire, c'était de me rendre disponible. Il est peut-être temps de faire le chemin inverse. Dieu avait raison. Il a toujours raison. À quoi sert-il de gagner le monde si on se perd soi-même? L'homme naît avec quelques vertus, mais toute sa vie ne fait qu'accumuler les vices. J'ai beaucoup parlé, mais trop peu dit. Il est temps que je me taise, pensent certains. Certains parmi vous peut-être le pensent encore. Mais moi, qui ai tant parlé, la plupart du temps, la parole ne m'appartenait pas. Je n'étais qu'un simple lecteur. Je m'adonnais une sorte de performance orale. Tout dictateur est soumis exactement à la même mesure de la parole. D'abord, on parle pour lui, ensuite il parle, et plus personne ne parle. Enfin, tout le monde parle et lui ne dit plus rien. Ce qui m'arrive, je ne l'ai pas revendiqué, je ne l'ai pas réclamé. Je suis devenu dictateur à défaut de résistance. C'est une situation, une condition dont je me serais largement passé. Oui, c'est vrai. Je ne vous dois d'ailleurs aucune excuse. Plutôt meuble que peuple, vous vous êtes très vite soumis à la convention. Moi, je faisais ce que je voulais, vous disiez ce que vous vouliez, et puis personne n'osait contester. À qui la faute? C'est pas à moi qu'il faut en vouloir, peut-être à vous. Caché comme vous l'étiez dans vos jolies maisons-prisons au store, toujours bien fermées à toute perception de la misère qui n'habite pas si loin de chez vous, pourtant. J'ai habité au-dessus d'une tour d'aveugle. Un dictateur. N'est-ce pas un démocrate qui a mal tourné? Hein? À qui la faute? Qui en est responsable? L'aigle qui plane doit avoir à côté de lui le serpent qui rampe. Peuple, tu m'accuses à tort d'être ton bourreau, comme l'écrivain qui ne se gênera pas pour mettre les fautes du livre sur le dos de l'imprimeur, comme le metteur en scène qui ne se gênera pas pour mettre les excès du jeu sur le dos de l'acteur, comme l'acteur qui ne se gênera pas pour mettre ses difficultés, son émotion sur le dos du metteur en scène, comme le public qui ne se gênera pas pour mettre ses défauts de référence sur le dos des créateurs. Lâche! Vous êtes lâche. Oui, mais vous n'osez pas vous l'avouer, mais vous êtes lâche. Vous vous transmettez la lâcheté de génération en génération et vous en êtes fiers. Vous jouez de la lâcheté comme d'autres jouent de la trompette. Mais moi, je suis un radical et j'en suis fier. Il n'y a pas de demi-mesure, pas de concession. Il n'y a que des décisions à prendre et je les prendrai. Moi, j'ai le goût irréductible du pouvoir et vous avez la soumission dans votre nature, dans votre gène. Si demain je reviens au pouvoir, chose que je ferai très rapidement, vous allez tous vous coucher, tous autant que vous êtes, et ont enfin compris que j'avais raison. Trop tard. Je vous ai proposé des réformes. Vous vouliez la révolution. Vous vous êtes précipité. Esclave d'une euphorie éphémère. Y a-t-il seulement parmi vous quelqu'un, un seul, qui s'est posé la question de savoir quelle est l'opportunité d'une révolution? Personne! Faut pas s'attendre à des miracles quand on a brûlé consentant les étapes de l'histoire.
quand on n'a pas attendu la concordance entre le désir de révolution avec les conditions objectives de la lutte. Peuple d'ignorants, révisez donc vos classiques. Les Grecs appelaient ça le kairos, ou le temps de l'occasion opportune. Karl Marx, parlait de fusion entre l'esprit subjectif et l'esprit objectif. Une révolution, ça commence d'abord par le discernement 1, la conception 2, l'action 3. 1, 2, 3, et pas 3, action sur action sur action. Et bien que je te fasse un meeting, et un sitting, et une grève sur grève sur grève. Révolution, destruction. C'est là toute la différence entre une véritable révolution génératrice et une pauvre petite révolte improvisée et fomentée par les forces de l'ombre, de l'obscurité, que dis-je, de l'obscurantisme. Daesh. Et voilà que les slogans que vous me brandissiez fièrement au visage, broyés, recyclés sous la botte des arrivistes, vous en avez été même jusqu'à aller chercher mes sbires et mes valets pour en faire des ministres. Ah, pitié, arrêtez de vous lamenter en disant que vous êtes écrasé par le poids de la fatalité. Vous voulez la démocratie? Eh bien la voilà, on vous l'a servi. Respirez, démocratie. Mangez, démocratie. Mettez la démocratie comme manteau sur le dos. Vous vous attendiez à quoi? À plus d'égalité, plus de justice, plus d'amitié, plus de fraternité. Eh bien vous vous êtes trompé de désignation. La démocratie n'est pas la salle d'attente adjacente à un paradis, mais à l'enfer, si. Et l'enfer, c'est vous! Pauvre petite conscience utilitariste, apprenti sorcier, marionnette faustienne qui chantait des voix d'ange, peuple de conservateurs qui se cache sous un léger vernis de modernité. Vous vous êtes inscrit. Bravo. Vous avez voté. Formidable. Le candidat du peuple. Le candidat des pauvres. Bien sûr. Le pieux, le plus pieux, le plus proche de Dieu. Félicitations. Grâce à votre ferveur, vous venez de contribuer à la rédaction de l'acte de naissance du nouveau dictateur. Les grands singes vivent en Afrique. On en trouve également en Europe. Dans les zoos, dans les cirques, à la télévision et même au Parlement. Les grands singes vivent dans des groupes multimâles, multifemelles, des groupes qui se forment et se déforment continuellement au gré de leurs intérêts ou de leurs conflits. Les mâles d'un même groupe ont des liens sociaux très serrés. Ils passent la plupart de la journée ensemble afin de donner à toutes sortes d'activités que je vous laisse le soin d'imaginer. Ils demeurent généralement dans le même groupe natal, ils sont donc grand-père, père, oncle, fils, neveu, etc. Ce qui ne les empêche pas
d'avoir des relations hiérarchiques très fortement hiérarchisées. Celui qui occupe la position supérieure, il s'appelle? Hein? Celui qui occupe la position supérieure, comment s'appelle-t-il? Non, il s'appelle Mâle Alpha. C'est l'équivalent de Shir, chef, dans le règne des grands singes. C'est un statut qui dépend d'un certain nombre de facteurs que vous ignorez comme moi. Enfin, si je sais ce que c'est, il s'agit probablement d'une question de fatalité. C'est d'ailleurs une position qui ne tient jamais pour la vie. Il arrive toujours qu'un mâle plus jeune et disposant de plus d'alliés vienne la revendiquer. Les femelles, quant à elles, entretiennent moins de relations sociales entre elles que les mâles. Elles sont plus disposées à s'occuper de leur progéniture, cherchent moins à s'imposer par leurs paroles ou à proposer leurs opinions et acceptent volontiers de se retirer si la situation devient défavorable. Elles sont plus symbiotiques, plus intelligentes et habituées plutôt à commander d'une voix douce plutôt qu'autoritaire. Elles sont également plus douées que les mâles pour le décodage des messages non verbaux. Lorsqu'un mâle attaque une femelle ou essaie de manger avant elle, toutes les autres femelles viennent la défendre. Ben oui, il y a un mouvement féministe très fort. Oui, absolument. Chose étrange, les relations entre mâles et femelles adultes sont très complexes. Il semble que le comportement social d'un grand singe mâle dépendent essentiellement du nombre de copulations qu'il est capable d'avoir. Une banane à la place du cerveau. On s'étonne d'avoir des verrues à la place des yeux. Lorsqu'un mâle quitte son groupe, il demeure seul, esselé et triste, jusqu'à ce qu'il puisse recruter une femelle. Alors, il va user de toutes sortes de stratégies, inventer de nouvelles stratégies, d'autres stratégies encore, pour essayer d'inventer la possibilité et créer les conditions de possibilité d'accouplement avec une nouvelle femelle. Lorsqu'un mâle ou un groupe composé de mâles et de femelles rencontre notre groupe, la compétition peut devenir extrêmement terrible. C'est à ce moment-là que les grands singes mâles s'adonnent à leurs parades agressives et commencent à tambouriner leur poitrine. Maintenir l'ordre. Voilà un enjeu crucial dans la société des grands singes. Les grands singes sont très querelleurs. On dénombre 438 cas de conflits qui ont nécessité 69 médiations, soit un taux d'interventionnisme de 15,75%. La police, subordonnée au mâle alpha, intervient généralement de manière impartiale selon 3 stratégies. Première stratégie plutôt passive. La police s'approche suffisamment du lieu du conflit pour y mettre fin par sa seule présence. Deuxième stratégie, la police menace simultanément les deux adversaires. Troisième stratégie, la police s'interpose physiquement entre les deux belligérants. Sur 69 cas, 60 seulement sont résolus en mettant fin au conflit. Par contre, le taux atteint 100% dans les 9 autres cas où le mâle alpha s'occupe lui-même de la résolution du conflit. Pour tous les autres cas, mâles et femelles de haut rang s'occupent de la question de l'ordre social, du maintien de l'ordre. Ce qui trahit une véritable préoccupation pour le maintien de l'ordre. La question qui se pose alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette préoccupation du maintien de l'ordre? S'agit-il pour les grands singes de haut rang
de conserver leur statut en gardant, en sauvegardant la paix sociale, leurs privilèges. Absolument. Vous me direz que ce n'est là qu'une sorte de bénéfice indirect. Mais ce que vous ne voulez pas croire, ce que vous refusez de croire, c'est que cette obsession à faire la police constitue une véritable préoccupation naturelle, altruiste, profondément ancrée dans la société des grands singes et qui participe à la création de conditions de bonheur collectif. Une préoccupation, je dis bien exclusivement motivée, exclusivement par un véritable souci de résoudre les problèmes des autres. Eh oui, les grands singes dérangent. Ils vous dérangent, car ils ont le même sale caractère que vous. Hypocrites, opportunistes comme vous. Pour acquérir des privilèges, conquérir des réseaux, ils sont prêts à tout. Épouillage, agressivité, soumission, assassinat. Ils ont quelque part le même côté démoniaque et cruel que vous. Une femelle est capable de tuer les petits de sa voisine pour l'empêcher de monter dans l'échelle sociale. Et comme vous, ils ont la crise de la quarantaine. Oui, comme vous. Ils n'aiment pas vieillir. Attirés par le goût du plaisir et de l'appétit, la découverte de la nourriture provoque chez eux une excitation extrême, des coups de bec et même des agressions. Ils aiment jouir comme vous. Ils adorent faire ça. Et quand ils n'ont pas de femelle, ils s'adonnent à la masturbation en tapant sur des troncs selon des rythmes bien construits, des phrases qui durent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 secondes, le temps du coït. Et comme vous, ils anticipent le futur, forgent une grammaire, inventent des signes, les combinent entre eux. Et oui, ils se reconnaissent dans un miroir, ont conscience d'eux-mêmes. Et comme vous, ils ont le sens du beau. Esthètes comme vous, ils prennent soin d'imprimer avec leurs excréments la trace de leurs mains sur les murs à l'entrée de leur maison. Et oui, les grands singes dérangent. Ils vous dérangent surtout parce qu'ils agissent selon une morale, selon une tradition, et parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que vous. Le vivre ensemble, le travail, la solidarité. Et comme vous, ils ont même tabou, le viol, l'inceste. Ils sont tendres comme vous, et même plus que vous. Ils sont capables de se caresser, de s'épouiller, de s'embrasser, de tomber dans les bras l'un de l'autre avec de véritables cris de joie. Plus tendres que vous, ils sont capables de mâcher la nourriture à un vieil denté ou nourrir celui qui a perdu l'usage de ses mains. Et comme vous, ils ont le sens du deuil et du chagrin, observent un rituel funéraire lorsque l'un d'entre eux s'en va ou meurt. Ils ont le sens de l'humour et des clamélines, comme vous. Ils sont capables de créer des blagues, comme vous, et même, parfois, mieux que vous. Et en plus,
Ils se soumettent tous à une loi supérieure, à laquelle leur chef, le mâle alpha, est lui-même soumis. Ah non, 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 non. Ce n'est pas la loi du plus fort. Non, c'est une sorte de loi transversale qui permet à toute la population de survivre. Alors, pourquoi leur refusez-vous le même statut que vous? Il était une fois une race qu'on appelait les grands singes. La mode étant à la Révolution, ils décidèrent de grimper en haut de l'échelle des créatures et de revendiquer le statut juridique et moral de personnes bénéficiant des mêmes droits que vous, les hommes. La dignité, la prohibition de la torture, les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant, les droits du vieillard, etc., etc., etc. Accepteriez-vous d'être renversé par les grands singes, qu'ils rivalisent désormais avec vous, hein? Qu'ils commandent à votre place, hein? Qu'ils parlent à votre place, hein? Qu'ils parlent et vous pas, qu'ils vous insultent sans que vous ayez la possibilité de répondre, hein? Eh bien, même si vous l'acceptez, il n'en est pas question pour moi, car moi, je n'accepterai jamais d'être égal à mon peuple. La révolution, c'est ainsi qu'on nous singeant, les singes eurent la parole, et j'ai décidé de ne plus jamais la leur ôter, fût-elle logorée, diarrhée verbale, digression incessante et harassante. Non! 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 C'est pas contre moi qu'il faut cliquer désormais! Pas contre moi! Vous êtes encore trompé de cible. Cliquez contre moi. Vous êtes encore trompé d'ennemi. Mais regardez-vous. Observez-vous. Le constat est effrayant. À combien de dictateurs avez-vous affaire au quotidien? Hein? Vous êtes tous des dictateurs potentiels. Montez sur un siège. Vous allez vous en apercevoir. Il n'y a pas de demi-mesure. Tout est manipulation. Ou vous êtes chef, ou vous êtes au service du chef. Hein? Demandez donc aux enfants de ce qu'ils veulent devenir une fois grandis. Hein? Ils vous répondront tous, sans hésiter. Chef d'usine, chef d'entreprise, chef de la police, chef d'orchestre. Les plus humbles, les plus modestes d'entre eux se contenteront d'être chef de cuisine ou chef de chantier. Moi, quand j'étais petit, je voulais être chef de gang. Et quand j'ai grandi, je me suis trouvé chef d'État.
Serment de l'ex-dictateur. Je commence. Voilà. Non, comme ça. Ah, voilà. Serment de l'ex-dictateur. Je jure, par ma patrie, que je n'ai pas trahi et que je ne servirai plus, que je pardonne au peuple. Je lui dis merci. Nous avons été dans une discorde, mais je n'ai jamais été ton ennemi. Je te dis merci, merci. Tu m'as sauvé la vie. Le pouvoir, je n'en peux plus. Le pouvoir, c'est barbare, c'est maudit. Je jure que je me réjouirai de ma destitution tant que je serai en vie. Oui, le monde s'en va vers sa ruine. Voilà venir le temps de la décadence, détruire. Voici la nouvelle préoccupation du monde, alors qu'on n'arrête pas encore de nous gargariser avec des discours indécents sur la valeur, celui du partage, de la solidarité, du vivre ensemble en particulier. M'horripile! Les discours, on s'en fout. Les discours, ça n'a jamais fait avancer l'humanité. Mais les grandes défaites, si. Oui, les grandes défaites. Voilà que je suis l'enfant de mon siècle qui chante la gloire de la défaite. Nous sommes les chevaliers de l'Apocalypse et nous glorifions l'échec plus que toute autre chose au monde. L'échec est notre Seigneur. L'échec est notre Maître suprême. Nous voulons nous dévaloriser, nous délester de toute valeur acquise ou attribuée, de toute richesse, de tout pouvoir, de toute morale. Et nous n'avons que du mépris pour les petits camarades qui ont réussi. Quoi de plus facile que d'être un enfant à succès? Nous jouissons de nos débandades comme les cannibales jouissent du sang jusqu'à la dernière goutte, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle. Appelez-nous les perdants. Hein? Les perdants. Alignez-vous tous, tous, derrière moi, tous, allez, tous, hop, tous derrière moi, alignez-vous, tout le monde derrière moi, allez, tous, et que ça saute, et bien vite, et plus vite que ça, et au garde à vous, et la tenue soignée, toi l'estropié, tu auras 3 jours de jeûne. Allez, hop, tous, sans hésitation, tout le monde, alignez-vous tous derrière moi, et allez, comme ça, derrière moi, voilà, tous, derrière moi. Derrière moi. Allez. Hop. Tous derrière moi. Dans mon nouveau parti politique. Les perdants. On peut allumer la salle, s'il vous plaît. Oui. Ah, ils sont pas venus. Mes amis, je leur ai réservé des places.
Baghdadi n'est pas là. Et Adolphe non plus. Ni Ceausescu, ni Staline. Oh là là. Bush, ta place est... Non, mais il y en avait deux pour toi. Père et fils. Et Kémil. Et mère, non pas Merkel, mère Thatcher. Voilà, au passage, en Bretagne. Personne n'est venu. Ils ne sont pas venus. Et là, c'était la place. C'était la place de Idi Amin. Dada, tu fais partie de la famille? Non. Non, impossible. Idi Amin. Toi, la famille de Idi. Il a beaucoup de femmes blanches. Ah oui, il a des femmes blanches. Ouais, c'est ça. Et ta main dans ta poche, en train de tâter ton revolver. C'était pas suffisant de m'exiler, il faut m'éliminer maintenant. Hein? C'est un espion. Tu es un espion, n'est-ce pas? On t'a envoyé pour m'éliminer. Hein? L'exil n'est pas suffisant, il faut le tuer. Il faut tuer la bête, hein, c'est ça. Il faut achever la bête. Hein? Hein, c'est ça. Hein? C'est quoi ça? C'est une mise en scène? Une manipulation? Du mensonge? Vous croyez que j'allais me faire avoir comme ça? Garde! Garde à moi! Garde ma garde! Allez! Plus aguerri que jamais! La garde! Garde! Allez! Mensonge! Ce n'est que du mensonge! Mensonge sur mensonge! Je ne vais pas me laisser faire! Je ne vais pas me laisser faire! Menteur! Mais moi aussi, je suis un menteur. Je te mentirais si je te dis que tu ne me manques pas. Je serais le pire des menteurs si je te disais que je peux continuer calmement et paisiblement et faire couler comme ça mes journées d'exil, loin de toi. Loin de toi, c'est l'enfer. Ma pauvre patrie, si près de l'enfer, si loin du paradis. Ah oui. لا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها. Une nuit d'exil, plus longue que l'éternité, je ne mesurais pas le bonheur que j'avais quand je t'avais. Et maintenant que je suis loin de toi, soumis à ta colère, ne pas imaginer la souffrance, le malheur dans lequel je suis. C'est là que j'ai compris qu'un homme est orphelin quand il est loin de sa patrie. Voilà, Ajafi tous mankhanaha. Oh, ma pauvre patrie, si loin de Dieu, si près de l'abîme. Il n'est pas au niveau, ton peuple, pas au niveau. D'abord, c'est un mauvais joueur. Ensuite, c'est un mauvais joueur qui s'ignore. La terreur te poursuit. La terreur te court après. La terreur te rattrape. Peut-être encore une petite longueur d'avance. Et encore, ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident. Le nouveau calife, maquillé d'un sourire de Tartuffe, te montre ses nouvelles dents blanches comme le lait et déclare: l'État, c'est moi. Putain de référence à Tartuffe, Molière, et à Louis XIV, mais encore au XVIIe siècle, quoi. Les terroristes ont un Christ à la place du cœur. Quoi de plus facile que d'organiser le chaos total? Une tombe derrière la tombe. Voilà ce que les printemps arabes ont préparé à leur population.
Oh, où suis-je? Je n'entends plus rien. Je ne vois plus rien, maman. Je voudrais tant oublier. Couper les ponts avec tout souvenir. Rompre les ramifications de la mémoire. Recommencer. Recommencer. Avoir une deuxième chance. Une vie pour apprendre à vivre et une vie pour vivre. Une vie pour apprendre à gouverner et une vie pour gouverner. J'exige une deuxième chance. Donnez-moi une deuxième chance. Apportez-moi mon manteau militaire. Je veux mon uniforme militaire. Allez. Mon uniforme militaire. Je veux rentrer dans mon pays. Je vais rentrer dans mon pays et je veux qu'on me sevelisse, qu'on m'enterre vivant dans mon uniforme militaire. Mon uniforme. Mon uniforme. Mon uniforme. Qu'on enterre mon uniforme militaire. L'ex-dictateur n'a plus de secret pour vous. Vous aurez compris qu'à partir de maintenant, il aura la langue bien pendue, jusqu'à ce que toute l'audience se précipite en dehors du théâtre. Il ira jusqu'au bout de ses mensonges. Même si le peuple soit encore une fois victime de fausses propagandes, il n'acceptera en aucun cas que soient dénoncées les magouilles et le trafic d'influence. Depuis qu'il vit en exil, il fait tout pour que l'on puisse prolonger la manipulation de l'opinion publique en sa faveur. Bien qu'il existe toujours des citoyens abrutis qui pensent que ses secrets les plus ténébreux seront dévoilés, il vous promet loyalement que la langue de bois sera son langage comme cela était autrefois. Il vous prouvera que c'est une impardonnable bêtise de croire que la confession lui soit nécessaire pour faire la paix avec vous. Car il est évident que ce qu'il raconte n'est pas vrai. Seuls les idiots peuvent imaginer que dans ce discours inédit, l'ex-dictateur nous fait une révélation.